Lancement ce mardi du forum de validation de la politique nationale du tourisme par le vice-premier ministre de la fonction publique. Parmi les ambitions, l'amélioration des infrastructures d'accès aux sites touristiques. Et toute personne en problème ou inquiétude liée à la santé mentale est appelée à consulter un psychothérapeute pour éviter que le pire n'arrive. Le psychologue Nera Kaninda l'a dit à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide célébrée le 10 septembre de chaque année. Vous informer, c'est notre réel plaisir de partout vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui a ce mardi lancé le forum de validation de la politique nationale du tourisme organisé par le ministère du Tourisme. Ces assises qui vont s'étendre jusqu'au 12 septembre prochain poursuivent plusieurs ambitions, notamment l'amélioration des infrastructures d'accès aux sites touristiques. Regardez. Le Forum de validation de la politique nationale du tourisme a pour objectif principal de fédérer les énergies de toutes les parties prenantes en vue de réfléchir et mettre en place des mécanismes d'enrichissement et des validations de ce cadre. Dans son discours, le ministre du Tourisme Didier Pambia a énuméré quelques ambitions de la PNT. De créer un cadre stratégique d'orientation pour l'accroissement des investissements touristiques, notamment l'augmentation des capacités d'hébergement de plus de 30 hôtels de la gamme de 3 étoiles à 5 étoiles, totalisant environ 30 lits d'ici 2030. D'améliorer les infrastructures d'accès aux sites touristiques, de contribuer à la création d'environ 200 000 à 500 000 emplois additionnels d'ici 2030. Ces prévisions se fondent sur les investissements à réaliser sur toute la chaîne de valeur touristique avec l'aménagement de diverses structures touristiques, notamment par la création des villages touristiques. Le ministre de la fonction publique représentant la première ministre a encouragé les parties prenantes à s'y donner à fond avant de procéder au lancement du forum. Alors, osons mettre en place comme cela, de nouvelles politiques audacieuses. Osons inventer, créer ce qui hier n'existait pas. Visons grand, parce que notre pays est grand. La suite du programme était constituée essentiellement de la présentation du projet de la PNT et une plénière à laquelle les participants ont posé des questions et fait quelques suggestions en vue de faire avancer ce secteur. Le Conseil des ministres a invité le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de réfléchir et celui de l'État à la justice et garde des Sceaux de réfléchir sur la possibilité de la création d'un service national de renseignement pénitentiaire en RDC. L'objectif est d'éviter le drame à l'instar de celui vécu récemment à la prison centrale de Makala. C'était au cours de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du 9 septembre présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. C'est dans le seul souci ultime de prévenir de telles tragédies comme celle survenue la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala que les conseils des ministres au cours de sa réunion extraordinaire du lundi 9 septembre a invité le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, de réfléchir sur la possibilité de créer un service national de renseignement pénitentiaire en vue de prévenir ces genres de situations. Dans le cadre du parachèvement de la réforme du système pénitentiaire déjà amorcée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ont été invités à lancer immédiatement, autour des acteurs du secteur,
une réflexion sur la possibilité de créer un service national de renseignement pénitentiaire capable d'anticiper et de prévenir de telles tragédies à l'avenir, et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Il faut rappeler que le chef de l'État qui a présidé cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres a indiqué que des auteurs de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala seront sévèrement sanctionnés. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a martelé que des enquêtes seront élargies à la société civile et au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et puis le député national Zéphirin Fumu Mapambala, élu de Gungu dans la province du Kwilu, a déposé le lundi 9 septembre une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale. Cette question orale est adressée au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Cet élu national veut comprendre les critères de sélection dans le financement des projets d'infrastructures routières dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. On en parle avec Nico Kassanda. Véritable contrôleur de l'action du gouvernement, le député national Zéphirin Fumu Mapamba Malamba, élu du territoire de Gungu dans la province de Kwilu, veut avoir clair sur le reliquat de 300 millions de dollars américains restants qui doivent servir de base pour la construction des routes dans sa province. C'est le motif du dépôt de sa question orale avec débat adressée au ministre d'État et ministre des Travaux publics. Nous avons le tronçon national 1, 622, Bachamba pour arriver à la cité de Gungu. C'est 37 km. De là, pour arriver au barrage hydroélectrique de Gakobola, environ 30 km. Mais lors de la répartition du deuxième tranche du projet de 145 territoires, sur les montants versés, comme c'est un projet du chef de l'État, c'était 624 millions pour les 145 territoires. Heureusement, il y a un reliquat qui est resté de 300 millions. Alors la répartition de cette somme nous a lésés parce que nous devons tenir compte des tronçons prioritaires. Selon l'auteur de la question orale, le tronçon 622 Bachamba est un tronçon très important car les véhicules qui quittent Kananga ou Mbujimai qui quittent pour se rendre à Kayemba passent par là. Le ministre d'État, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a complètement oublié pour que cette petite route-là soit asphaltée. Il y a aussi le problème de maintenance. Les barrages électriques de Gakobola doivent fonctionner. Les routes contribuant significativement au développement des provinces, celles-ci doivent impérativement être réhabilitées. Et dans le reste de l'actualité, l'on s'approche vers la rentrée parlementaire prévue constitutionnellement le 15 septembre prochain. Il s'agira d'une session ordinaire qualifiée de budgétaire et les députés nationaux auront la lourde responsabilité d'examiner, d'amender et d'adopter le budget national du pays. Les détails dans ce commentaire de Nico Kassanda. La rentrée parlementaire prévue ce 15 septembre 2024 s'annonce cruciale, marquée par des enjeux budgétaires déterminants pour l'avenir du pays. En cette période, les députés nationaux se retrouveront face à la lourde responsabilité d'examiner, d'amender et d'adopter le budget national, une opération qui va bien au-delà de la simple répartition de ressources.
C'est un acte fondateur pour le gouvernement souminois qui va façonner les priorités politiques et économiques. Dans l'écho de Voam, la sagesse de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sera déterminante pour orienter dans le respect des procédures légales les débats parlementaires. Le budget national est un document stratégique qui retrace les prévisions de recettes et de dépenses de l'État pour une année. Son élaboration se déroule en plusieurs étapes, notamment la première phase qui commence généralement au sein des ministères où chaque ministre élabore ses propres propositions budgétaires en fonction de ses priorités et de ses projets. Ces propositions sont ensuite centralisées par le ministère des Finances. Une fois les propositions recueillies, des négociations interviennent entre le gouvernement et les différentes parties prenantes. Une fois le budget adopté, le contrôle de son exécution revient à l'Assemblée nationale qui doit suivre les dépenses et s'assurer de la conformité avec les prévisions. La session parlementaire dédiée au budget n'est pas qu'une simple formalité. Les choix faits aujourd'hui façonneront la RDC de demain. Elle revêt une importance capitale pour plusieurs raisons, notamment la planification des politiques publiques. Notons qu'un budget bien élaboré et équilibré peut contribuer à la stabilité économique. Il permet de gérer les ressources de manière efficiente, de planifier les dépenses et de réduire les déficits, ce qui est crucial dans un pays où les ressources sont souvent limitées. La session budgétaire est une occasion pour les parlementaires d'exercer leur rôle de contrôle sur le gouvernement. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental a tenu une réunion avec les responsables de l'ACGT. Crexet et le directeur général de l'Office des routes. Il était question de passer en revue l'évolution des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre le rond-point Kalalawankata et le pont Lubilangi. On en parle avec Amine Kambidio. Le trafic intense que l'on peut constater dans la ville de Mbuji-Mayi exige de bâtir sur 4 bandes la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre le rond-point Kalalawankata et le pont Lubilangi. Le gouverneur du Kasaï oriental a réitéré son vœu de voir cette route être construite sur les normes requises. Jean-Paul Mbouébois a à cet effet instruit à l'agence congolaise des grands travaux et les autres partenaires du dit projet d'associer l'office de route au projet étant donné qu'il a la responsabilité de toutes les routes nationales. Le numéro 1 de la province a, après la réunion, effectué une descente sur le terrain pour palper du doigt l'évolution des travaux et se rassurer de la mise en pratique de toutes ces recommandations. Sur place, il a déploré le rétrécissement de la chaussée au niveau de Petrombu-Bakwadianga. Sur cette même lignée, échange le lundi 9 septembre entre le gouverneur de la province du Congo central et une délégation de l'entreprise de construction chinoise Hongfeng, conduite par le ministre provincial des ITPR et aménagement du territoire. L'aménagement de la ville de Matadi était donc le point phare de leur entretien en vue de remédier au problème des embouteillages monstres dans ce coin du pays. Regardez. La ville de Matadi connaît depuis un temps des problèmes ayant trait à la circulation routière. Ainsi donc, le gouverneur de la province du Congo central s'est entretenu avec une délégation de l'entreprise chinoise Hongfeng, conduite par le ministre provincial des ITPR et aménagement du territoire. Je viens de conduire la délégation auprès de son Excellence, le gouverneur. C'est pour résoudre certains problèmes cruciaux de la province, entre autres les embouteillages. C'est dans ce sens-là qu'il est venu pour donner solution aux embouteillages du Congo central. Il va désengorger la province. C'est un salut pour nous parce que nous sommes dans une situation difficile. On ne sait pas aller facilement. Même les véhicules que nous avons ne savent pas vraiment faire un bon parcours sans être arrêtés pendant un long moment. Pour remédier à ce problème, un parc automobile et des aires de repos pour les chauffeurs se trouvent parmi les solutions projetées. Nous allons créer un parc automobile. Nous allons créer des aires de repos pour les chauffeurs. Et je pense aussi que nous allons donner solution à certains accidents. La population de Matadi attend impatiemment
la réalisation de ce projet pour circuler fluidement dans les macadams de la ville. Tout à fait autre chose, attirer l'attention du public sur la question du suicide, en réduire la stigmatisation et promouvoir la santé mentale. C'est le but de la journée mondiale de prévention au suicide célébrée le 10 septembre de chaque année. Réagissons sur la question. Nera Kaninda, psychologue de son état, nous présente quelques indications de comportement allant au suicide et propose une piste de solution. Il a été approché pour vous par Bénédicte Kokemonombi. Plusieurs décès survenus dans le monde sont volontaires, partant d'une décision de la personne à mettre fin à sa propre vie, selon les psychologues Nera Kaninda. Des indicateurs de cet acte peuvent se distinguer et la psychothérapie en est la solution. Généralement, les personnes qui arrivent à se suicider, il faut les observer tout simplement par des comportements qu'ils affichent. Par exemple, ces personnes ont généralement l'habitude d'offrir leurs biens, de prononcer des paroles dès la mort pour mettre fin à leur vie, ou encore d'exprimer le vœu d'une douleur atroce qu'ils n'arrivent pas à surmonter et qui la seule issue serait mettre fin à sa vie. Dans des situations pareilles, pour des personnes qui entourent des gens qui développent des idées suicidaires, il faut au plus vite que possible recourir à des cabinets psychologiques ou psychothérapeutiques pour que des psychologues ou des psychothérapeutes prennent en charge directement ces personnes qui développent des idées suicidaires. Et c'est par une psychothérapie adaptée aux circonstances particulières que vit la personne que cette personne va devoir, dans un premier temps, surmonter la situation stressante, la situation douloureuse ou la situation d'angoisse qui l'amène à développer des idées suicidaires. Et dès lors que cette personne aura surmonté ces situations douloureuses ou stressantes, il sera plus facile pour cette personne de prendre conscience que la vie est d'une importance capitale et qu'il ne va pas de son intérêt à pouvoir se suicider. Nera Kaninda lance ici un message de sensibilisation à l'opinion sur les suicides. Et aussi, il est très important pour nous, à travers des campagnes de sensibilisation, des mobilisations communautaires, d'insister sur le fait que chaque personne qui vit une situation douloureuse, quel que soit les degrés, une situation stressante ou une situation d'angoisse, de pouvoir le plus rapidement possible de consulter un psychothérapeute ou un psychologue. Ces derniers ont de l'expertise conséquente qui permettent à chacun de nous de pouvoir surmonter des situations mentales. À savoir qu'1 million de suicides est estimé à l'échelle mondiale, d'où les slogans « Travaillons ensemble pour prévenir le suicide ». En sport, carton plein pour les hommes de Sébastien des Sabres. Les Léopards ont enchaîné une deuxième victoire consécutive face à l'Éthiopie dans la soirée du 9 septembre en Tanzanie, face à la Tanzanie. Théo Bongonda et Fiston Maele ont permis à la RDC de figurer à la tête du groupe H avec désormais 6 points à l'issue de la deuxième journée. On en parle avec Shadrach Tenta. Tout vient à point quand on sait attendre et les Léopards ont fait preuve de beaucoup de patience avant de se sortir du piège éthiopien. Après une première période terne, tout s'est joué en seconde période. Théo Bongonda met les Léopards devant à l'issue d'une belle action collective. Valider ce temps fort, il faut aller marquer ce but. Joris Kayembe, le 1-2 avec Wissa fonctionne. La petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui. Et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début. L'ancien joueur de Young Africa qui retrouvait le stade Benjamin Mpata où il a fait la pluie et les bons tas des Tanzaniens s'est rappelé de ses vieux souvenirs. Fiston Maele monte à la place de Sendé et scelle la partie en inscrivant le second but. Pour les Léopards, pour Elia Meshak, la tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. Fiston Mayele répond présent quelques minutes après son entrée sur le terrain. Avec 6 points, la RDC est en tête du groupe H. Les hommes de Sébastien de Sabre peuvent déjà envisager une qualification dès le mois prochain à condition de battre la Tanzanie lors de la double confrontation, comptant pour la 3e et la 4e journée de ces éliminatoires CAN Maroc 2025.
Une conférence de presse tripartite a été organisée le lundi 9 septembre à l'hôtel Hilton entre la Linafoot, le représentant du CONOR, de la FECOFA et Illico Cash. 11 points essentiels ont été ressortis à la suite du speech du président de la Linafoot, Bosco Mweu, sur les déroulements du championnat Illico Cash Ligue 1. Shadrach Kenta revient. La 30e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1 pointe déjà à l'horizon et les signes d'une meilleure organisation sont plus qu'éloquents. Après l'officialisation du partenaire avec Illico Cash, la commission de gestion de la Ligue nationale de football tenait à apporter les détails de termes de ce contrat. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, le président de la Ligue nationale de football, Maître Bosco Mweu, a précisé que le championnat national se nomme désormais Illico Cash Ligue 1. Illico Cash ne sponsorise que la Ligue 1 avec une ouverture large aux partenaires pour la Ligue 2, qui reste encore orpheline. La cagnotte du championnat est fixée à 150 000 $. Ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que la cagnotte de l'équipe championne a été relevée. Si dans les années passées, les saisons passées, le champion recevait 100 000, cette saison, on lui a ajouté 50 000 au-dessus. En présence en ces lieux aujourd'hui, c'est juste vous annoncer après signature qui a eu lieu il y a 2 semaines, Linafoot est en partenariat avec Illico Cash. Et que dorénavant, ce championnat va s'appeler Illico Cash Ligue 1. Nous voulons commencer ce championnat le week-end du 27, 28 et 29 septembre. Je crois que nous avons encore une marge de manœuvre pour la publication du calendrier qui va intervenir au plus tard le 12, en respect à la réglementation, 15 jours avant le début du championnat. Il tient de signaler que la confirmation du début du championnat est fixée pour les week-ends à la du 27, 28 et 29 septembre 2024, alors que le calendrier est attendu ce jeudi 12 septembre 2024. Et pour clore ce chapitre de sport, les Léopards de la RDC se sont classés 8e à l'issue des championnats d'Afrique des Nations de karaté. Les Fauves congolais se sont adjugés la médaille de bronze en comité homme grâce respectivement à Dominique Siroumé dans la catégorie de 52 kg chez les cadets et Djonga Omatuku dans la catégorie de plus de 84 kg chez les U21. Suivez. Ouais, c'est une bonne impression. Le championnat n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce. On a su faire l'essentiel et remporter cette très belle médaille de bronze. Ouais, très émotionné parce que c'est une première fois et je ne pense pas que ça ne sera pas la dernière. Ouais, je remercie grandement la fédération parce que si nous sommes arrivés ici en Tunis, c'est grâce aux moyens de bord de la fédération. L'État congolais ne nous a pas vraiment facilité la tâche d'arriver jusqu'ici. Avec ce petit nombre de personnes, nous sommes parvenus à remporter au moins 2 médailles de bronze. Si nous étions au moins une grande masse comme les autres nations, on aurait pu faire mieux que les autres nations ici représentées. Oui, les impressions sont bonnes, dans ce sens que nous ne rentrons pas de réduire. Nous avons essayé de faire selon les moyens de bord. Et nous avons ce que nous avons mérité. Et donc, on a toujours dit, les championnats d'Afrique, c'est pas facile. C'est les hauts niveaux, ça demande non seulement le moral, beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et surtout l'accompagnement. Et ces choses faisant défaut, nous ne pouvions pas espérer grand-chose. Bien sûr que nous avons promis d'avoir, de faire en sorte que nous atteignions les sommets du podium, ne fût-ce que pour la première fois. Malheureusement, le faire et le dire, c'est 2 choses différentes. Nous croyons que prochainement, nous allons nous rattraper dans tous les niveaux. En dehors de nos frontières, pour terminer, des échanges ont eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères du Danemark et son homologue égyptien. Des efforts diplomatiques conjugués pour mettre fin à toute éventuelle violence et escalade au Moyen-Orient étaient au centre de leurs échanges. Bénédicte Kokemonombi. Selon le constat fait, l'Égypte est un acteur majeur pour les cessez-le-feu à Gaza. Lors de cette rencontre sur fond des échanges prometteurs avec le Danemark, le Caire promet donc de s'engager pour la paix.
Nous continuerons à fournir tous les efforts possibles pour mener le processus de négociation. Nous ne nous arrêterons pas et nous n'abandonnerons pas tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu immédiat et la fin de l'agression contre notre peuple en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Les efforts égyptiens ne cesseront pas. Signalons que ces efforts sont principalement soutenus par les États-Unis d'Amérique qui élaborent déjà de nouvelles propositions de cessez-le-feu ainsi que la libération des otages. C'en est fini avec cette session d'information. En voici le rappel des grandes lignes. Lancement ce mardi du forum de validation de la politique nationale du tourisme par le vice-premier ministre de la fonction publique. Parmi les ambitions, l'amélioration des infrastructures d'accès aux sites touristiques. Et toute personne en problème ou inquiétude liée à la santé mentale est appelée à consulter un psychothérapeute pour éviter que le pire n'arrive. Le psychologue Nera Kaninda l'a dit à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide célébrée le 10 septembre de chaque année. Fin complète de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain.